i giovanotti in cerca di scambiare, a volte patrioti valori a cristallo, un sogno cittadella, un voli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. Cadre du CCU, vous savez qu'il y a 6 conférences dans ce cycle qui portent sur une approche un peu générale de la Méditerranée ou d'autres thématiques comme celle d'aujourd'hui, avec toujours en perspective de mettre en relation ces éléments avec le domaine insulaire, le domaine corse. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est un thème qui est directement lié à, je dirais, à nos préoccupations, puisqu'il s'agit des paléo-environnements et des paléo-paysages. Donc je voulais d'abord, évidemment, vous présenter Mathieu Guillard, qui est un géomorphologue, ce qui me plaît particulièrement, puisque bon, moi-même j'ai une formation de géographe, et c'est un domaine qui est un peu nouveau pour certains d'entre vous en tout cas, puisque ça fait partie de la géographie, mais la définition exacte, c'est l'étude des formes du relief terrestre. Mais ça va beaucoup plus loin, c'est essentiellement tout ce qui est lié à l'érosion, tout ce qui va modeler justement nos reliefs, le trait de côte et bien d'autres aspects. Donc c'est un domaine très intéressant qui intervient notamment pour des historiens dans le cadre de recherche historique, mais également pour d'autres formations plus, on va dire scientifiques. Tout ce qui est sciences de la Terre, etc. Donc aujourd'hui, l'intérêt de la conférence, c'est d'avoir une application de ces recherches par rapport essentiellement au littoral corse. Et ces recherches, elles se font dans le cadre souvent de programmes collectifs de recherche ou bien sous d'autres initiatives comme celle de la FRES, la Fédération de recherche environnement société de l'Université de Corse. Et l'intérêt justement je dirais pour vous tous, c'est de voir qu'aujourd'hui, les disciplines ne sont plus vraiment séparées comme elles l'ont été longtemps, mais au contraire que les chercheurs, comme Mathieu Guillard, travaillent dans un cadre interdisciplinaire. Alors on en a de nombreux exemples. Nous, ce que l'on cherche à faire, notamment dans le cadre de la FRES, c'est justement de trouver des sujets réellement qui soient traités dans le cadre de l'interdisciplinarité. Il y a une doctorante ici présente qui développe la première thèse interdisciplinaire sur ces questions. Vous voyez, c'est le premier millénaire avant notre ère. Et dans le cadre de ces travaux, évidemment, la dimension des paléo-environnements et des paléo-paysages est essentielle. Voilà juste ce que je voulais vous dire en introduction. Et avant de laisser la parole à Mathieu Guillard, bien entendu, comme d'habitude, après la conférence, il y aura un échange avec vous et vous pourrez naturellement poser toutes les questions que vous souhaitez, et surtout en complément, évidemment, de ce qui va être dit, et peut-être aussi par rapport à des espaces qui vous intéressent davantage et qui auront été évoqués, mais sur lesquels vous voudriez approfondir un petit peu ces questions. Donc, nous écoutons Mathieu Guillard pour sa conférence. Merci beaucoup, Jean. Bonjour à toutes et tous. Avant de commencer cette présentation, je souhaiterais bien évidemment remercier les équipes du CCU qui me font donc l'honneur de venir ici à Corté. Je pense à mesdames Minigogne et Campane. Ensuite, je remercie toutes les personnes qui sont ici présentes, qui témoignent aussi de l'intérêt pour les recherches que je développe en Corse depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et ensuite, donc, je souhaiterais rendre un hommage plus particulièrement donc à Jean Castella. Jean Castella qui est un enseignant, un homme de conviction personnelle très forte et qui s'investit pleinement pour l'avancée de la connaissance, notamment sur la Corse, auprès de jeunes publics, d'étudiants, mais également de chercheurs. Il n'hésite pas à faire venir des grands noms de l'archéologie. Je pense à Dominique Briquel, Jean Guilaine,
Pascal Arnaud, Michel Gras. Donc toutes ces personnes-là sont des éminents chercheurs, directeurs de recherche dans le domaine de l'archéologie. Et donc pour moi, c'est un honneur que de venir ici à Corté présenter ces résultats. C'est la 4e fois en 10 ans que je viens au CCU et c'est toujours un réel plaisir que de venir à Corté avec donc l'invitation de Jean. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de problématiques environnementales qui ne touchent pas les sociétés actuelles, mais qui touchent finalement les anciennes populations de la Corse, et en particulier comment elles ont pu s'adapter à un environnement extrêmement mobile, celui de la frange littorale, en particulier donc le trait de côte, mais également toute la partie en arrière, et savoir également comment les hommes ont réussi à mettre en valeur les territoires et le terroir des différents secteurs géographiques que j'ai pu étudier au cours de ces, grosso modo, 10-15 dernières années. Alors pourquoi plus particulièrement la Corse? Bon, un peu biaisé, hein, les origines bien évidemment, mais également parce que la Corse est un carrefour au sein de la Méditerranée en termes d'échanges, en termes également d'occupation humaine. On a donc une histoire qui s'enregistre sur les 10 derniers millénaires. Ça, c'est une chronologie qui a été établie par un spécialiste du néolithique que certains peut-être connaissent, c'est Pascal Tramogne, qui a donc mis en évidence que la Corse, finalement, l'occupation se divisait en périodes chronologiques charnières. La plus ancienne, qu'on appelle le Mésolithique, qui est finalement la transition du Paléolithique vers la société d'agriculteurs-chasseurs d'aujourd'hui, l'agriculteur, pardon, et le Mésolithique est plutôt un stade intermédiaire avec des chasseurs, cueilleurs et récoltants. En Corse, on a donc les plus anciennes occupations qui remontent à ce Mésolithique il y a environ 10 000 ans. Vous connaissez tous sans doute la Dame de Bonifacio, qui est l'une des plus anciennes traces d'occupation humaine sur l'île, dans le sud de la Corse. Mais il y en a d'autres, dans le Cap Corse en particulier, ou même du côté de Pianottoli vers Punta di Canigione. Ensuite, on a donc toute une série de périodes archéologiques qui s'enchaînent. Le néolithique ancien, qui commence en Corse vers il y a 5500 avant notre ère, avec donc des premières sociétés d'agriculteurs qui vont avoir un impact majeur sur l'environnement, sur la végétation en particulier, en transformant ces paysages végétaux d'un cadre naturel, un peu l'Éden, vers un environnement anthropisé avec donc l'implantation et l'introduction de nouvelles espèces, qu'elles soient animales et végétales, bien évidemment, qui vont profondément marquer le paysage de la Corse. Et ensuite, on a toutes les périodes qui s'étalent sur l'âge du bronze, qu'on appelle la proto-histoire, qui intervient environ il y a 4000 ans. Et puis toutes les autres périodes, l'Antiquité gréco-romaine, l'époque paléo-chrétienne, donc l'Antiquité tardive, le Moyen-Âge, puis les périodes plus récentes, l'époque moderne. Et mon travail consiste essentiellement à pouvoir reconstituer ces dynamiques environnementales en lien avec l'histoire de l'occupation humaine, savoir comment les sociétés humaines ont mis à profit l'environnement, comment elles ont pu le modifier. Et ce travail se base essentiellement sur une approche pluridisciplinaire, comme l'a dit Jean, où on est obligé, entre guillemets, de s'associer avec des spécialistes d'archéologie, de préhistoire, d'histoire, même parfois des spécialistes des textes anciens, et de l'autre côté, donc, avec des spécialistes des géosciences, des sciences de l'environnement, dont je fais partie, qui travaillent plutôt sur les dynamiques et les trajectoires environnementales qui sont surtout interprétées à partir de bioindicateurs, donc des restes de coquilles, par exemple, des coquilles marines, également des pollens, des graines, et tous ces macro-restes, ce terme utilisé, les macro-restes, ou même les organismes qui sont microscopiques, permettent de reconstituer une histoire finalement archéologique qui n'est pas forcément connue des archéologues. C'est-à-dire que c'est un terme que j'apprécie énormément, qui n'est pas un modèle déposé, mais presque, c'est une archéologie de l'invisible. C'est-à-dire que l'archéologue va se fonder sur des fouilles, sur la mise au jour de différents matériaux, des vestiges, du mobilier, pour raconter une histoire de l'occupation humaine. Et à partir des analyses sédimentologiques, paléo-environnementales, paléo-ancien, ancien environnement, permet de raconter une histoire qui peut être la même, qui peut être complémentaire et qui peut aussi être parfois totalement nouvelle par rapport à ce que les archéologues apprennent. Donc l'apport de mon travail se situe ici, sur cet apport cognitif,
sur justement les interactions entre les sociétés humaines du passé et leurs environnements. Alors, pour cette présentation, j'avais dans l'idée de faire quelque chose de très vaste, encore mésolithique, néolithique, âge du bronze. Et aujourd'hui, je me suis dit, ben non, je vais essayer de recentrer un petit peu les périodes. Je vais aller vers des choses que l'on croit connaître et que finalement on connaît assez mal. En particulier la période qui va de l'âge du bronze, donc à la fin du néolithique, il y a environ 4000 ans, et qui va jusqu'à la fin de l'Antiquité. Pardon, excusez-moi, c'est une honte. Voilà, c'est pas grave, je suis désolé, ça arrive. Du coup, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui des périodes archéologiques qui sont à la fois très bien connues, documentées, et également des périodes beaucoup moins documentées dans les sources archéologiques, jusqu'à grosso modo à l'époque génoise. C'est-à-dire qu'on va couvrir quasiment 4000 ans d'histoire. C'est énorme, 4000 ans d'histoire, mais l'avantage, c'est que les carottages enregistrent ces 4000 ans d'histoire, alors que parfois les sites archéologiques n'ouvrent qu'une fenêtre, une petite fenêtre sur la période d'occupation. Et les informations qui sont produites sur le site archéologique sont fortement en fait marquées par l'occupation humaine. Donc il y a un biais de la surinterprétation liée au phénomène anthropique, donc lié à l'homme. En particulier, moi, la période romaine en Corse, on connaît tous des sites. Piantarel, deux autres très connus, un peu plus au nord, Aléria, et encore plus au nord, Marianne, juste à côté de nous. Or, il y a probablement beaucoup plus d'établissements, beaucoup plus. Seulement, ils ont été détruits. Je pense à Solenzar, lorsqu'il y a eu la construction de l'aéroport militaire, on a plusieurs sites romains qui ont été complètement détruits. Donc l'information archéologique a disparu, mais pas l'information paléo-environnementale. Par exemple, l'agriculture qui était développée par les populations romaines à l'époque romaine dans le secteur sont enregistrées dans les pollens qui sont piégés dans les sédiments, notamment des zones humides. Donc la reconstitution des paléo-environnements permet d'apporter une information nouvelle, complémentaire, sur ce que finalement l'archéologie n'est plus en mesure de produire. Donc c'est une pluridisciplinarité qui est, on va dire, intelligente et qui se complète. Alors sur la Corse, donc l'époque romaine a laissé des vestiges qui sont plus ou moins connus. Certains sont très bien documentés, le site d'Aléria, qui est en haut à gauche sur cette photo. On a également des sites un peu plus diffus. Dans le Cap Corse, vous avez ici le site qui a été fouillé par Dominique Pasqualaggi, qui est à Barcage. Donc on retrouve en stratigraphie, on retrouve donc de la céramique, on retrouve évidemment du matériel archéologique. Et puis d'autres sites qui sont finalement moins bien connus et qui sont pris un petit peu dans la végétation aujourd'hui, notamment dans le secteur de San Cipriano, sur Calaros, qui s'appelle, le site romain s'appelle Uporto. Donc le titre, le nom du site est quand même assez équivoque. Alors, ce qui est intéressant de se dire, c'est jusqu'à quand les paléo-environnements peuvent finalement nous renseigner sur l'histoire de cette évolution, de ces interactions entre les sociétés humaines du passé et leur environnement. Pour ça, il faut se pencher sur la question de la formation de ces zones humides littorales. Zones humides littorales que la Corse donc, est championne de la Méditerranée, parce qu'elle en a à peu près 200 tout le long de son littoral. Et l'histoire, la genèse de ces zones humides est liée au réchauffement climatique. Donc on peut remercier le réchauffement climatique Holocène, donc des grosso modo 15 000 dernières années, même si l'Holocène est un peu plus récent. Pourquoi ? Parce que depuis environ 20 000 ans, on a une fonte continue des calottes polaires qui a fait remonter le niveau de la mer. On est aujourd'hui donc à un niveau 120-130 mètres supérieur à celui qu'il y était il y a 20 000 ans. 20 000 ans à l'échelle des temps géologiques, c'est pas grand-chose. C'est une toute petite fenêtre sur l'histoire géologique. Et depuis 20 000 ans, la remontée du niveau de la mer a été importante. Seulement, elle n'a pas été uniforme. On a eu des phases de très forte remontée au tout début, donc il y a environ 15 000 à 10 000 ans, avec justement des taux très très importants, jusqu'à 10 fois supérieurs à l'actuel. Et puis depuis environ 6 000 ans, on note une stabilisation de cette remontée du niveau marin. C'est donc ce qui est marqué, ce qui est indiqué ici.
On a, vous voyez, en fait, toutes ces petites croix, ce sont des datations par le radiocarbone sur des éléments de mollusques marins, lagunaires, qui ont été datés et qui sont en phase, plus ou moins, avec le niveau marin. C'est-à-dire que lorsqu'on est allé faire des carottages, lorsqu'on a prélevé dans les sédiments, on a retrouvé des coquilles, par exemple, de lagunes, et on s'est dit, c'est en phase plus ou moins avec le niveau marin, puisqu'une lagune est généralement peu profonde, c'est 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur, en Corse jusqu'à 2 mètres maximum, sauf les grandes dépressions étant de Diana et Urbi, donc qui sont un petit peu différentes dans la genèse. Et toutes les autres datations en fait, nous permettent d'établir cette courbe de remontée du niveau marin, là en l'occurrence depuis l'Holocène, environ 12 000 ans là. On est donc sur une position du trait de côte il y a 10 000 ans, au moment où la Corse finalement est occupée par Sapiens, Homo sapiens, qui est environ 30 mètres inférieur à l'actuel, de telle sorte que, par exemple, la calanque de Bonifacio n'existait pas. Elle n'existait pas, elle était probablement occupée en son centre par un petit marais, et on avait un trait de côte sur la côte orientale qui était beaucoup plus à l'est, donc qui offre un panel important dans la prospection archéologique, sachant que probablement beaucoup de sites d'âge mésolithique ou néolithique ancien doivent se retrouver aujourd'hui sous l'eau. Donc on a toute une partie de l'archéologie qui nous manquera fatalement, parce que ces sites sont recouverts pour des milliers d'années. Il faudra attendre une nouvelle phase de glaciation, peut-être pour les redécouvrir à la faveur d'érosion sur des sites. On ne sera plus là. Donc ces travaux que j'ai menés depuis 15 ans ont permis d'établir et d'acquérir la courbe de remontée du niveau marin la plus précise en Méditerranée. Pourquoi ? Parce que dans le bassin méditerranéen oriental, on a un contexte géodynamique très actif. Beaucoup de tremblements de terre, c'est de la zone de subduction qui se matérialise par donc, des phénomènes de subsidence, de soulèvement des littoraux. Et la datation de bioindicateurs sur ces anciens niveaux de marins n'a pas beaucoup de signification, puisqu'il faut inclure le paramètre de correction de l'effet tectonique, plus ou moins. L'avantage de la Corse, c'est que c'est tectoniquement stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de phénomène de mouvement aussi important, de soulèvement ou d'abaissement des côtes. Et donc on exclut ce paramètre tectonique, on considère donc que les coquilles que l'on retrouve étaient présentes donc à la profondeur à laquelle finalement la mer était. Ça c'est pratique, il suffit ensuite de dater par le carbone 14 ces coquilles pour pouvoir avoir une courbe approximative. Et ce n'est que l'accumulation de données qui permet de reconstituer cette courbe. Donc c'est un travail de longue haleine. Et sur la Corse en particulier, donc on a bien pu caractériser les différents rythmes de la remontée niveau marin, de telle sorte qu'à l'époque romaine, donc il y a environ 2000 ans, le niveau de la mer était 50 à 70 cm plus bas qu'aujourd'hui, guère plus. Sachant que d'ici la fin du siècle, on nous prévoit une remontée de 1 mètre. Donc c'est un phénomène qui serait aujourd'hui absolument pas vu à l'échelle des derniers 6000, voire même 10 000 ans. Il faudrait remonter au tout début de la déglaciation, il y a 15 000 ans, pour retrouver un taux pareil. Donc on a déjà naturellement connu ça, mais la combinaison de paramètres naturels et anthropiques au XXIe siècle, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. Et autre information, donc au début du néolithique, on était environ à moins 8 mètres de profondeur. Donc si on veut reconstituer la Paléocorse, on serait tenté en fait de prendre l'isobate, donc la profondeur moins 8 mètres, et de considérer que tout l'espace entre moins 8 mètres et 0 actuel pourrait être finalement découvert par la mer. C'est un peu plus compliqué que ça quand même, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on a eu aussi des phénomènes d'incursion marine assez importantes en Corse, le long du littoral. Et cette incursion marine, il y a environ 6000 ans, c'est au moment du ralentissement, s'est avancé de telle sorte que si vous prenez aujourd'hui les lagunes et les marais littoraux de Corse, vous remplacez par la mer, c'était la configuration de la Corse il y a 6000 ans. C'est-à-dire que ces lagunes et ces marais littoraux sont finalement un témoignage de ce maximum de l'incursion marine à l'intérieur des côtes. Pourquoi cette incursion est aussi limitée dans l'espace? Peut-être parce que ça s'appuie sur d'anciennes incursions marines au cours des précédentes ères glaciaires et interglaciaires que la Corse a connues, notamment à l'Éhémien, il y a 125 000 ans, où on estime que c'était entre plus 2 et plus 5 mètres en termes de position par rapport au trait de côte vertical actuel. Voilà, grosso modo, si vous voulez avoir la position du trait de côte il y a 125 000 ans, il faudrait recouvrir toutes les petites lagunes par la mer aujourd'hui sur la Corse.
Alors ces zones humides littorales, elles se présentent sous différentes formes. Il n'y a pas une zone humide typique. Il y en a 4, on va dire qu'il y en a 4. Et celles qui m'intéressent plus particulièrement, elles sont de 2 types. On a les zones humides littorales liées à des contextes fluvio-deltaïques. Donc ce sont clairement des fleuves qui construisent des deltas, le delta du Nil, le delta du Rhône. Et en progradant, donc la progradation du trait de côte, l'avancée de la terre sur la mer, c'est ce que je dis des fois pour la fête de la science au tout petit, c'est la terre qui avance sur la mer, grosso modo. On a la genèse donc, de zones humides périphériques. Et ces zones humides périphériques sont des lagunes de l'eau saumâtre, entre eau douce donc du fleuve, et eau marine, donc eau salée en provenance de la mer. Ça donne des eaux donc, un peu saumâtres, où se développe un certain type de végétation et où se développe une certaine faune, notamment la malacofaune, donc les mollusques, donc les coquillages, grosso modo. Ça, c'est une première zone, type de zone humide. C'est donc aussi l'étang de Bigoulia, l'étang de Bigoulia qui s'est créé par dérive littorale des sédiments du Gaule, qui est donc beaucoup plus au sud. Et la dérive littorale sud-nord a permis de redistribuer les sédiments du fleuve et à édifier des cordons littoraux qui ont isolé à l'arrière-plan donc un grand plan d'eau saumâtre. Et évidemment, plus on se rapproche des fleuves, ici vous avez le Bévinck, alors fleuve. Un fleuve, c'est un cours d'eau qui se jette à la mer, monsieur le professeur. Mais là, en l'occurrence, le Bévinck, il se jette dans la lagune. Bon, c'est un cours d'eau fleuve, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, on a d'autres zones humides. Hein. Là, vous avez un autre contexte qui est donc non pas fluvio-deltaïque pur, mais c'est juste une édification d'un cordon littoral, en l'occurrence la côte orientale. Là, on est à Calzarel, du côté de Ghisonaccia, avec ici la Batesque. Et finalement, c'est l'avancée, un peu la progradation du cours d'eau ici, qui est venue isoler donc toujours ces étendues d'eau marine qui étaient là présentes il y a 6000 ans. Donc cette présence finalement des zones humides aujourd'hui sur toute la planète est due à un réchauffement climatique. Donc le réchauffement climatique n'a pas que des mauvais impacts, puisque les zones, notamment les zones humides littorales, ce sont les deuxièmes réservoirs à l'échelle de la planète de biosphère. De biodiversité, première étant les forêts intertropicales. Donc on doit au réchauffement climatique une force, donc richesse en termes de biodiversité sur ces secteurs-là. Il faut replacer ça dans un contexte plus large, hein. Ce n'est pas du tout de la provocation, c'est juste une évidence que finalement le phénomène de réchauffement climatique a apporté certains faits assez importants d'un point de vue de la biodiversité. Sur le pourtour de la Corse et de ses îles périphériques, il n'y en a pas beaucoup des îles périphériques, qui sont de taille suffisante pour accueillir des zones humides, surtout dans les Lavezzi, parce que le reste est quand même assez dépourvu de zones humides. On a 200 zones humides littorales. Alors, zones humides littorales, c'est vraiment les lagunes, les marais littoraux, les marécages. Bon, marécage, c'est un terme générique. On va plutôt dire marais littoral, pour être précis en géomorphologie, ou lagune. La différence étant que le marais littoral est coupé de son approvisionnement d'eau marine par la fermeture d'un grot. Là, c'est une vraie leçon de géomorphologie pour le coup. Le grot étant la connexion entre la lagune et la mer. C'est un terme provençal, occitan. Et donc, sur ces 200 zones humides, au cours donc, des 15 dernières années, j'ai étudié une vingtaine de sites, soit à peu près 10%. Donc pour les étudiants, il reste encore beaucoup à étudier pour les prochaines générations. Alors, ces zones humides littorales présentent de manière assez évidente, par exemple ici, tout à l'heure j'ai entendu, Piantarella, le site de Piantarella, où on voit très bien ces deux lagunes, ici la lagune de Piantarella et ici la lagune de Sperone, qui enserrent le site archéologique. Clairement, les sociétés humaines du passé se sont implantées, alors avec Jean, on est bien placé pour le savoir, on n'est pas dans du déterminisme pur, mais on va dire que c'est plutôt du possibilisme. C'est un peu la nuance du géographe Vidal de la Blache qui disait que, oui, effectivement, l'environnement conditionne les installations, mais après, l'homme a d'autres paramètres à prendre en compte dans cette installation. Là, en l'occurrence, la présence d'eau à proximité du site archéologique de Piantarella a dû jouer un jeu majeur. Alors, est-ce que c'est pour l'approvisionnement en eau saumâtre? Est-ce que c'est également la position portuaire? Ce sont des questions qui, après, s'étudient et se solutionnent du côté de la pluridisciplinarité avec les archéologues. Moi, en tout cas,
Ce sont des secteurs que j'ai étudiés, carottés, donc fait des carottages. Et donc l'ensemble des carottages ont été publiés dans des revues, dans des ouvrages. Il y a encore des travaux qui sortent, notamment dans le secteur, d'ailleurs je ne l'ai même pas mis, voilà, je l'ai mis dans le secteur de la Cala-di-Conca en particulier, et dans le secteur de Grosse. Alors, pourquoi étudier ces 20 sites uniquement ? Déjà parce qu'on ne peut pas tous les faire, elles ne sont pas toutes forcément intéressantes à étudier. Et c'est surtout qu'il y a un intérêt pluridisciplinaire géo-archéologique. Géo-archéologique, combinaison de géosciences, géographie, géomorphologie, géologie et archéologie. C'est-à-dire que derrière, comme à Piantarel, il y a un intérêt commun à les étudier. Voilà les sites que j'ai étudiés et que certains dont je vais vous présenter aujourd'hui les résultats. Vous avez ici le site d'Alir avec l'étang de Diane et puis un petit peu à l'est, on a ici l'étang d'El Sal en particulier. Site de Piantarel, là, époque romaine, ici époque romaine, les lagunes. Là, pas grand monde doit la connaître, si les gens doivent la connaître celle-là. La Cala Francese avec le Montebugio, le fameux Montebugio d'époque romaine. Et ici, Girolate, avec le Fortin, la réserve de Scandola. Et vous voyez ici des zones humides. Donc à chaque fois que j'ai étudié ces zones humides, il y avait un intérêt, bien évidemment, dans ma discipline, mais également un intérêt commun pour la réflexion. C'est-à-dire que je ne suis pas allé dans mon coin étudier les carottes pour étudier les carottes. L'intérêt était aussi de comprendre comment l'homme s'insère dans ces paysages et comment l'homme a pu influencer sur son environnement. C'est des thématiques qui sont très actuelles sur la place de l'homme dans la modification et l'altération des environnements, et également comment l'homme peut aussi tirer parti de la nature. Alors, les méthodes d'étude, donc, ce sont des carottages. On voit ici la photo en train de faire des prélèvements. Donc, c'est tubé, c'est dans des sédiments qui sont pris dans des tubes. Et les séquences qui sont obtenues couvrent plusieurs mètres. Alors, si on veut couvrir l'ensemble de la séquence, c'est-à-dire l'ensemble de la lagune, généralement, on descend à 5-6 mètres de profondeur avec différentes textures granulométriques. Vous avez des sédiments argileux sombres qui correspondent aux lagunes. Pourquoi les lagunes ? Parce qu'à l'intérieur, on retrouve des mollusques, des foraminifères, des ostracodes, qui nous permettent de nous renseigner sur ces environnements. Et puis à la base, on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, des sédiments marins qui témoignent de l'incursion maximale de la mer à l'intérieur des terres sur la Corse. Donc la Corse, à un moment donné, n'a pas fait 8721 km², mais probablement moins, peut-être 8350. Voilà, avec plein d'îlots périphériques. Je pense à Bénédette, à ce côté Saint-Cyprien, je pense également à Rondinard et aussi à Calaros. Tout ça, c'était des îles avant la formation des lagunes. Quelles sont quelles sont les méthodes qui sont mises en œuvre pour pouvoir reconstituer ces paléo-environnements ? Elles sont essentiellement en laboratoire, bien évidemment, et elles traitent à plusieurs aspects. Des aspects de sédimentation, puisqu'on est dans des zones de sédimentation, meubles, les lagunes. Donc c'est tout ce qui est sédimentologie, où on fait des processus chimiques, des protocoles chimiques pour pouvoir étudier la taille des grains et savoir finalement quelles sont les énergies de dépôt, l'importance des énergies de dépôt, avec des équipements de granulométrie laser. On a également tout un volet sur l'étude des bioindicateurs, indicateurs donc biologiques de différentes natures. Dans ces tubes de carottage, on retrouve des macrorestes de taille visible à l'œil nu, que sont essentiellement les mollusques. Celui-là, c'est le mollusque caractéristique des zones humides littorales, des lagunes, c'est le cardium, Cerastoderma glaucome ou édulé dans l'océan Atlantique. Et puis on a des foraminifères, des ostracodes. Les ostracodes, on les voit un peu moins à l'œil nu quand même, c'est des petits points blancs, alors que les foraminifères sont presque reconnaissables à l'œil nu. Il faut quand même une vérification sous microscope. Ça, c'est une partie de ce qu'on retrouve. Quand je vous dis dans quelques centimètres, quelques millimètres, on retrouve ça dans les sédiments argileux. On retrouve également d'autres types, plutôt liés avec la végétation. On retrouve des grains de pollen. Vous voyez la taille, on passe de 2 cm ici à 20 micromètres. Donc c'est tout petit, tout petit, tout petit. Ça demande aussi des protocoles chimiques. Ce sont des collaborations que j'entreprends avec d'autres universités. Là, en l'occurrence, ce sont des universités catalanes de Tarragone qui travaillent sur les pollens.
Et en fonction donc, de la morphologie de ces pollens, en fonction de la présence de pores ou alors d'ouvertures, les apertures ici, les petits trous, on est capable, donc les collègues sont capables d'identifier les différents pollens et les compter pour pouvoir finalement reconstituer une végétation à l'instant T. Et l'instant T, généralement, c'est celui de la couche stratigraphique que l'ensuite on date par le radiocarbone. Donc on a un âge précis de tout l'assemblage de ces pollens. Donc il faut faire plein de datations, plein d'études tous les 5 cm, 2 cm, pour pouvoir reconstituer finement l'histoire de la végétation et notamment identifier les marques d'activité agricole au sein de ces pollens. On retrouve également d'autres choses, des charbons, les charbons de bois. Là, c'est une collaboration avec l'Université de Nice, le CEPAM. Et ces charbons sont ensuite identifiés. Et en fonction de ces différents types de charbons, on complète l'histoire finalement de la végétation qui entoure le site de prélèvement par carottage. Donc vous voyez, cette étude des carottages, elle ne se fait pas que dans un seul laboratoire. Et c'est extrêmement important de bien choisir le site. D'une part parce qu'il faut rationaliser l'argent. On ne va pas faire 50 000 carottages avec 50 000 études, parce que ça coûte très cher. Une datation carbone 14, je parle en hors taxe, maintenant je suis habitué à parler en hors taxe, c'est 300 €. Une préparation chimique pour les palynologies, c'est 80 € l'échantillon. Donc il ne faut pas se tromper. Il faut être rationnel tout en étant bien sûr sur l'objectif scientifique. Alors généralement, c'est par période, c'est-à-dire qu'on va étudier sur une telle profondeur les pollens pour être finalement en phase avec les collègues archéologues qui travaillent sur peut-être la période romaine ou sur la période néolithique. C'est aussi ça l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir un peu travailler en complémentarité pour avoir un signal sur le site archéologique et à l'extérieur du site archéologique. Généralement, les carottages, je ne les fais jamais sur le site archéologique, c'est trop perturbé par les activités humaines, et donc le signal naturel, environnement, sera absent. Et c'est ce qui est un peu gênant dans ces études géoarchéologiques. On trouve également d'autres choses. On trouve des parasites intestinaux d'origine humaine. Et ces parasites témoignent finalement d'une occupation clairement. Là, c'est les trichuris. C'est un petit parasite qu'on retrouve beaucoup à Aléria. On va voir après. Enfin, une fois qu'on a fait toutes ces études, ce qui est important, c'est de dater les niveaux étudiés en palynologie, en sédimentologie. Et là, on utilise la technique du radiocarbone, carbone 14, qui permet finalement d'obtenir un âge relativement précis, à une centaine d'années près, si on a une bonne quantité de matériel. On obtient des âges, donc BP, Before Present. Before Present, c'est avant les explosions nucléaires, 1950. Et en fait, ensuite, on les calibre par rapport à avant, après notre ère. Et ces courbes de calibration permettent finalement d'obtenir des intervalles de confiance des datations. Par exemple, ici, on avait un âge de 3700 plus ou moins 50. Et en calibrant cet âge, on obtient environ 2150, 2050. Vous voyez, on arrive à obtenir 100 ans de marge d'erreur, ce qui est quand même pas mal à l'échelle parfois d'une période archéologique. Après, c'est sûr que 100 ans à l'échelle de périodes extrêmement récentes, soit on bascule de la période d'indépendance de la Corse, soit à la période génoise, soit à la période de domination française. Donc voilà, c'est aussi extrêmement compliqué en termes d'interprétation chronologique et chronoculturelle. Alors, les sites que moi j'ai étudiés, ils ne sont pas forcément tous sur les 6000 dernières années, comme je l'ai indiqué, en fonction des problématiques archéologiques. Certains couvrent le néolithique, c'est-à-dire que s'ils couvrent le néolithique, ils ont au moins 5000, 6000 ans d'âge. Sachant que les séquences les plus anciennes, le néolithique ancien, le mésolithique, on ne les a quasiment jamais en Corse, parce qu'il n'y a pas de lagunes formées antérieurement. Il faut aller trouver les informations sur d'autres secteurs, sur d'autres types d'environnements. 10 séquences couvrent l'époque romaine, et en fait, toutes couvrent aussi la période génoise. Donc à partir de ce maillage, qui est quand même assez fin, tout le littoral de la Corse est couvert, on a réussi à reconstituer l'histoire des interactions entre les sociétés humaines et leurs environnements, notamment la végétation, depuis 6000 à 7000 ans. Les 5 sites d'études que je vais vous présenter aujourd'hui vont vous présenter des cas d'études sur justement plusieurs secteurs géographiques de l'île, avec le Cap Corse, le secteur de Macina, ici,
Girolate, voilà ici le secteur, Saint-Cyprien, Loz, qui est pour moi le plus beau delta de Corse, quoi qu'on en dise, et donc le secteur d'Aleria. Le secteur d'Aleria, à l'est, pas le site lui-même. À chaque fois, ce n'est pas directement dans le site. Là, à l'occurrence, à Girolate, c'est dans la petite plaine littorale d'Arrière-Cordon, qui est ici. À chaque fois, on est situé sur des secteurs où il y a des gros cordons sableux qui sont édifiés. Et vous voyez très bien ici, hein, le cordon sableux, il n'y a pas de fleuve autour. Ici, on a la grotte de la Cauche, hein, qui vient barrer le système un peu plus au sud. Et donc, le cordon littoral sableux est venu isoler cette incursion marine il y a environ 6000 ans. Et avec le temps, bien évidemment, ça s'est formé, ça s'est transformé en lagune. Puis, dans certains secteurs, c'est devenu même du marais littoral. Voilà. Alors, le premier exemple, Machinage. Le Cap Corse, ça c'est un papier qu'on vient juste de publier dans la revue Journal of Archaeological Science Reports. Et donc le Cap Corse, on entend souvent dire, hein, c'est une île dans l'île, c'est ça, hein, genre, on dit, je ne sais pas trop ce que ça veut dire personnellement, c'est pas une île déjà, c'est connecté au reste de l'île. Mais c'est une région d'un point de vue archéologique extrêmement riche. On a une histoire de l'occupation humaine qui remonte au Mésolithique, avec la présence de nombreux sites. Hein, je pense à Volterra, Chagri, Touloulou, ici Estret et Pietracorbara. Et puis l'extrême nord du Cap Corse enregistre également une forte occupation à l'époque romaine. Beaucoup de sites présents tout autour, à partir de Lourdes, justement, en faisant tout le tour, en passant par Machinage, Ers, Barcage, et puis de l'autre côté, Chantouri. Tout ce secteur-là a laissé beaucoup de vestiges archéologiques d'époque romaine. Et une des questions qui est souvent avancée, c'est de savoir si finalement on n'a pas également une présence étrusque, je me souviens de cette discussion-là, dans la région du Cap Corse. Alors, quand on fait l'étude des carottages, là on en a réalisé un, on a fait un diagramme polynique. Un diagramme polynique, ce sont des courbes, des belles courbes de toutes les couleurs, qui peuvent paraître être complexes à comprendre, mais quand je vous l'expliquer, ça va être clair. Vous avez ici donc la séquence du plus ancien, vous avez les âges ici, calibrés, moins 2500, moins 2000, moins 1500, moins 1000, on continue, les âges en bipic, comme j'ai exprimé tout à l'heure avec la datation carbone 14, et puis vous avez différentes courbes avec des pourcentages. Et ici, vous avez les différents taxons. C'est-à-dire que pour chaque taxon, le collègue palynologue a fait des comptages, a établi des statistiques par niveau, en fonction du modèle d'âge-profondeur, et on a pu reconstituer l'histoire de la végétation depuis, grosso modo, 4500 ans. Et cette histoire de la végétation donc, se base sur la forêt, avec toutes les espèces. Vous avez le châtaignier, ici, Castanea, vous avez le chêne, Quercus, vous avez le hêtre, Fagus, j'en passe, Quercus ilex, l'olivier, Olea, le pistachier, et puis quelque chose qui est extrêmement présent sur le pourtour de la Corse, qui était la végétation originelle de l'île avant l'arrivée de Sapiens, c'est la bruyère arborescente, Erica. C'était 90% de la végétation sur le pourtour de l'île, c'était que de la bruyère arborescente, avec du genevrier principalement. Donc un paysage complètement différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et donc à partir de là, on a également des marqueurs anthropiques. Vous avez ici les céréales. Vous voyez, petite courbe, la toute petite courbe, c'est les céréales. Et puis tout un cortège d'herbacées, des plantes arbustives, et puis vitis. Vitis vinifera, ou vitis salvatica. C'est exactement le même, c'est la vigne sauvage ou la vigne domestiquée. Le problème, c'est qu'en palynologie, on n'est pas capable de distinguer l'un de l'autre. Le pollen est exactement le même. Comme l'olivier domestiqué ou l'oléastre, qui est sauvage. C'est exactement le même type de pollen. C'est juste parfois la taille qui change un petit peu. Mais sinon, on ne peut pas le distinguer comme ça, la version sauvage de la version domestiquée, sauf si, bien évidemment, on a des pics de représentation. On a des pics de représentation de vitis. On peut se dire que ça peut être domestiqué, surtout quand ça correspond à l'époque romaine. Voilà. Alors, pour synthétiser un petit peu ces résultats, on a ici AP, ce sont les pollens arboréens, arboreal pollen en anglais, et NAP, non-arboreal pollen, avec la troisième courbe qui est Erica, donc la végétation dominante du littoral de la Corse, et des pourcentages d'oscillation. C'est clair maintenant le diagramme polynique? Ça y est, c'est fait. Tout le monde est OK? Pourquoi? Parce qu'ensuite, on fait des interprétations.
Les phases d'agriculture dans le Cap Corse, à Machinage, sont très intéressantes. Première période où l'agriculture est attestée, il n'y a aucun site archéologique de cette époque. C'est la transition entre le néolithique final et l'âge du bronze. Il y a environ 4500, 4000 ans. On a, vous voyez ici, Erika. Regardez Erika, c'est la courbe qui est ici. En rouge, c'est très représenté. Là, quand ça baisse un petit peu, c'est-à-dire que c'est moins représenté. À chaque phase de développement agricole, c'est Erika, c'est le maquis qui se fait en fait ouvrir, hein, comme on dit, open vegetation. Et lorsqu'il y a moins de marqueurs anthropiques, là en l'occurrence entre l'âge du bronze et le 8e siècle avant Jésus-Christ, on a donc une reconquête des espaces par la bruyère, comme aujourd'hui. Vous laissez un champ n'importe où en Corse, qui est-ce qui repart en premier? C'est la bruyère, avec généralement le genévrier, le myrte, le cyste. Là, c'est exactement la même chose. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, qui est très intéressante, c'est toute l'époque romaine. C'est-à-dire que pendant 1000 ans, entre moins, grosso modo, 400 et plus 500, 600, on a la présence donc, de pollen de céréales avec une perturbation des sols, parce qu'on a les céréales. Mais quand on plante des céréales, on a tout un cortège de plantes, d'herbacées, qui viennent montrer qu'il y a une perturbation des sols. C'est notamment le plantain ici, le rumex, le trèfle. On a, pendant toute l'époque romaine, ici, une phase de forte ouverture de la bruyère. Vous voyez, aujourd'hui, la bruyère est plus représentée que lors de l'époque impériale, il y a environ 1700 ans. C'est-à-dire que le maquis était vraiment très réduit. L'emprise de l'homme sur le maquis était très forte pour développer l'agriculture. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici, vous savez que Rome, c'est deux périodes, républicaine et impériale, donc l'Empire et la République. Et entre les deux, une période de forte instabilité politique, très forte instabilité politique autour du 1er siècle avant-après. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a plus d'agriculture au 1er siècle avant-après, et qu'il y a une reconquête du maquis. C'est-à-dire qu'on a une manifestation du contexte politique de Rome, à Machinage, qui s'illustre par deux phases d'agriculture contrastées. Vous avez ici un développement de la céréaliculture avec une ouverture forte du maquis, et puis au cours de l'époque romaine, une forte ouverture du maquis avec le développement de la vigne. C'est-à-dire que Machinage est sous l'emprise de Rome, d'une certaine façon, dans le sens où le type d'agriculture est conditionné. Elle est conditionnée par quoi? Imposée, conditionnée, ou c'est lié aux échanges? C'est-à-dire qu'on échange plus de vin à l'époque impériale et que du coup, il y a une spécification de la province de la Corse-Sardaigne sur un type d'agriculture. On va le voir après tout à l'heure avec Girolate, mais là, en l'occurrence, la viticulture prend le pas sur la vigne, prend le pas sur le reste. C'est connu. Rome avait des provinces sur lesquelles elle disait « vous faites ça plus spécifiquement, on fera les échanges commerciaux avec vous ». La Tunisie, c'est l'olivier. On ne retrouve que des marqueurs de pollen d'olivier dans les séquences tunisiennes prélevées dans les lagunes, notamment sur le long du golfe de Gabès. Et puis, donc, l'époque paléochrétienne, reconquête du maquis, et depuis le Xe siècle, grosso modo, ouverture complète du couvert végétal, notamment le maquis, la forêt, et on a plutôt donc, les paysages actuels de marécage. Il faut donc retenir que l'époque romaine est très présente dans l'extrême nord du Cap Corse. Mais pas que sur une période. Le problème aussi de l'archéologie, c'est que l'archéologie va peut-être sortir un site d'une époque spécifique, de l'époque impériale ou de l'époque républicaine. Là, le paléo-environnement nous indique que pendant presque 1000 ans en continu, c'est-à-dire presque comme de Hugues Capet aujourd'hui jusqu'à nos jours, on aurait une continuité de l'activité agricole, ce qui est juste énorme, avec une phase d'instabilité politique au cœur de l'Empire romain, matérialisé probablement par une moindre fréquence des échanges et donc une moindre nécessité de développer une agriculture. Ce sont des premiers enseignements. Le deuxième cas d'étude, c'est Aléria. Aléria, l'étang d'Elsa, qui est la plus grande roselière de France, me semble-t-il. De Corse, c'est sûr, mais de France aussi. Et il faut imaginer que donc il y a environ 6000 ans, l'étang n'existait pas, comme je vous l'ai dit, et le trait de côte était beaucoup plus à l'intérieur. De sorte que le site d'Aléria, qui est quelque part ici, juste à côté de la route territoriale, était à courte distance de la mer, et même à l'époque étrusque et romaine, probablement qu'il y avait une connexion
avec la mer dans le secteur de l'embouchure du Tavignane. Les carottages qu'on a réalisés ont montré effectivement qu'il y avait un maximum de l'incursion marine ici, avec ces magnifiques gastéropodes. Donc, il y a deux types de mollusques, les gastéropodes et les bivalves. Voilà. C'est important de savoir qu'il y a deux types de malacophones. Généralement, les gastéropodes vivent à des profondeurs bien plus importantes que les bivalves, puisque les bivalves, on retrouve essentiellement deux types. Trois types, c'est assez binaire, trinaire en l'occurrence. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au début du premier millénaire avant notre ère, ce secteur, ici, où on a fait le carottage, avec Jean qui est ici, il a participé au carottage, on le voit, tu ne peux pas le nier. Et du coup, on a mis en évidence que finalement, le site d'Aléria était à proximité d'une lagune beaucoup plus ouverte qu'elle est aujourd'hui. Et le site de carottage qu'on a privilégié en particulier était donc quasiment au contact de la mer, quasiment, avant un alluvionnement massif du Tavignane vers le 6e, 5e siècle avant notre ère. Alors le site d'Aléria en lui-même, c'est très connu, peut-être tout le monde l'a visité, ou au moins l'a vu, avec donc cette emprise des infrastructures archéologiques qui dominent à la fois le Tavignane, avec le Tagnone qui est juste... c'est le Tagnone, l'étang de Diane, ici on retrouve le Tavignane, et puis l'étang d'El Sal qui est ici. Une des grandes questions, Jean, qu'y a-t-il avant les Romains? Les Phocéens? Les Étrusques? Quelqu'un d'autre encore avant? Ce sont des questions qui ont fait fantasmer des générations d'archéologues. La présence phocéenne, d'après ce que j'ai compris, n'est pas clairement attestée d'un point de vue archéologique. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas d'un point de vue paléo-environnemental. Si l'archéologie ne l'a pas montré, le paléo-environnement peut le montrer éventuellement. Et c'est tout l'intérêt de ces carottages. C'est de montrer à quoi ressemblait finalement la configuration du paysage autour du site d'Aléria. Est-ce que le site romain s'est installé sur autre chose? Donc avec Jean, nous avons réalisé des carottages dans ce secteur à l'est de la route territoriale, pas loin des bains d'Aléria. Vous avez ici le site de la Magione, qui a défrayé la chronique avec les fouilles de la tombe étrusque. Et nous avons réalisé 3 petits carottages ici dans ce secteur, à courte distance du Tavignane, qui est ici, et donc de l'étang d'El Sal qu'on voit au deuxième plan. Les carottages sont descendus à 6,30 m de profondeur. Et là aussi, nous avons réalisé des études palynologiques sur un carottage en particulier, celui-là, Aléria 2. Là, vous avez les âges en BP, donc il faut retrancher 2000 ans pour avoir l'âge par rapport à notre ère. Donc 2700 BP, c'est moins 700, grosso modo. Et 2000 BP, c'est 0. L'année 0. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a de la céréaliculture qui se développe dès moins 750 sur le site d'Aléria. Sur le moins site d'Aléria, on a de la céréaliculture qui se développe avec une ouverture assez importante du paysage, qui associe donc ouverture du maquis, pastoralisme, parce qu'on a également dans les pollen, on a également ce qu'on appelle des NPP, c'est non-pollen palynomorphes, c'est-à-dire qu'on a autre chose que des pollens, et ce sont généralement des marqueurs des champignons, ce sont des champignons, des spores coprophiles, donc, qui vont sur les déjections des grands animaux de type vache, mouton, et ces spores coprophiles qui se développent là sont des témoins finalement du pastoralisme, et on retrouve notamment Sporormiella et Sordaria vers moins 750 à moins 550. Moins 750 à moins 550, on est dans des périodes archéologiques inconnues sur le site d'Aléria. C'est inconnu. Il n'y a rien de tel qui a été mis au jour d'un point de vue archéologique sur le site. Donc c'est une information qui est capitale. Ça prouve bien qu'avant l'époque romaine, avant les Romains, avant les Étrusques, il y avait quelque chose, quelqu'un. On retrouve donc l'agriculture entre 800, on va dire 790 et 600. Et autre chose très intéressant, vraiment très très intéressant, on a retrouvé un niveau très riche de quelques millimètres avec des parasites intestinaux trichuris liés à l'homme. Ce sont des parasites humains. Et la datation carbone 14 nous a renvoyé un âge de moins 650.
de 650 avant notre ère. 650 avant notre ère, Jean, d'un point de vue archéologique, les Phocéens, pas les Phocéens. C'est le problème aussi de la calibration du carbone 14. Dans quelle période on est? Est-ce qu'on est déjà chez les Phocéens? Est-ce qu'on est encore dans l'âge du bronze final? Ce sont des questions qui aujourd'hui sont très difficiles à répondre parce qu'on est confronté aussi d'un point de vue technique à la limite de l'erreur du carbone 14. Le carbone 14 ne donne pas un âge précis à l'année près. On a cette marge d'erreur qui est encore présente. On aura envie de dire oui, on a trouvé les Phocéens, on a trouvé les Phocéens. Mais on n'en sait rien. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette accumulation de parasites dans des quantités colossales prouve qu'il y avait ici une présence humaine, un établissement humain, des égouts, une sorte d'égouts, des toilettes, qui étaient présentes sur ce site-là, pas sur le site connu d'Aléria. Ça veut dire donc qu'il y a une communauté qui a habité ici vers moins 650 avant notre ère. L'archéologie doit nous donner des réponses si elle est capable un jour de nous donner la réponse. Donc finalement, le paléoenvironnement apporte des réponses, mais porte encore plus de questions derrière. Ça, c'était le deuxième site, Aléria. Le troisième, San Cipriano, Porto Vecchio. Non, c'est plutôt Lecce, c'est pas Porto Vecchio. On m'a fait déjà la remarque, c'est pas Porto Vecchio, c'est Lecce. Avec Calaros, ici, l'île de Benedetto, enfin la presqu'île, j'appelle l'île parce que jusqu'à l'époque romaine, c'était une île. C'est-à-dire que la progradation du fleuve a créé ce petit cordon littoral qui est venu créer ce qu'on appelle un tombolo. Et ce tombolo est venu donc se connecter à l'île, un peu comme à Gien ou à Rondinard. Finalement, l'île est devenue une presqu'île. Et nous avons réalisé ici, dans cette zone zones humides, ici, on a réalisé des carottages pour réaliser finalement des études paléo-environnementales. Il faut quand même savoir qu'ici, il y a une petite zone humide, toute petite, au pied de Calaros, qui s'appelle Uporto, donc d'époque romaine. Et on est donc dans ce contexte de progradation deltaïque. Nous avons réalisé plusieurs carottages et 2 ont été étudiés en palynologie. Un au nord, proche du site romain, et l'autre au sud, proche finalement de Calaros et de l'abri au bracelet. Les études encore avec les pollens, toujours la même chose, on a la profondeur, on a l'âge, BP, donc vous retirez 2000 pour avoir l'âge exprimé par rapport à avant ou après notre ère, ici 2000, donc on est au début de notre ère, et là, 4700, on est à moins de 2700 environ, hein, il faudrait retrancher 1950 précisément. Première information, comme à Machinage, la transition entre le néolithique final, entre le néolithique final ici et l'âge du bronze, petite phase de fort développement agricole, comme à Machinage, la même chose que ce que vous venez de voir tout à l'heure. Seulement l'archéologie à Machinage et à San Cipriano ne nous renseigne aucunement sur une occupation de cette période-là. Et ce qui est intéressant, c'est de dire que du nord de l'île au sud de l'île, on a sur le même pas de temps la même proportion de développement agricole. C'est quand même fort de penser que ces deux communautés-là n'étaient pas les mêmes. On ne pourrait pas aller contre ce postulat, en tout cas. Il y avait forcément une phase de développement agricole. Est-ce que c'est une migration? Est-ce que des gens sont venus sur l'île, se sont installés sur la côte orientale? Toujours pas la réponse d'un point de vue archéologique. Est-ce qu'on l'aura un jour? On ne sait pas. Ça, c'est la première information. Ensuite, on a fait le deuxième carottage, qui est SC7 à côté. Voilà, alors juste vous montrer à quoi ça ressemblait. Les paysages donc, du secteur de Calaros et Benedetto. Alors, ce n'est pas San Benedetto, c'est Benedetto. Et on voit très très bien finalement la configuration du trait de côte, avec ici le cône de déjection pléistocène du sédiment de fluviatile, ici l'Holocène, et tout autour donc la phase d'incursion maximum de la mer, de telle sorte qu'ici nous avons des petits affleurements. Alors, ce n'est pas du granit. Ce sont des anciens niveaux de plage éhémiens. Ce sont des anciens niveaux de plage éhémiens consolidés, indurés. Ce sont des conglomérats qui ont donc 125 000 ans. Et donc, il y a au moment de l'âge des bracelets, là, des bracelets en serpentinite. Serpentinite, je parle sous le couvert de notre
spécialiste de géologie, ce n'est que dans le Cap ou dans le nord de la Corse, en tout cas pas dans le secteur de San Cipriano et de Porto Vecchio. Donc clairement, ça montre aussi des échanges de matières premières entre le nord et le sud de l'île. Et donc, dans ce secteur de Calaros, les questions étaient de savoir est-ce que finalement les gens habitaient sur une île ou sur une presqu'île. C'était plutôt une presqu'île en fait. Et les analyses de palynologie, encore une fois, réalisées, ça ne montre pas ça, montrent que finalement on a à l'époque romaine, entre donc 2300, moins 300 en l'occurrence, donc si on retranche 2000, entre moins 300 et grosso modo plus 300, vous voyez, céréales, beaucoup de céréales, des rudérales, donc des plantes qui sont liées à l'agriculture. On a également une forte régression du maquis. La même chose, hein, regardez un petit pic autour du début de notre ère, instabilité politique à Rome, effet direct sur l'agriculture des provinces avec un arrêt progressif ou même plutôt violent des activités agricoles et une reconquête du maquis. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, comme à Aléria, il y a déjà de la présence vers moins 700, moins 750, à peu près même chronologique que sur Aléria, avec de l'agriculture, une régression du maquis. Et là, on se pose aussi la question, tiens, c'est bizarre, Aléria et Saint-Cyprien ont également un point commun. Donc, point commun entre Machinage et Saint-Cyprien, point commun entre Saint-Cyprien et Aléria. Il y a quelque chose sur cette côte orientale qui semble unir tous ces sites, comme si finalement il y avait une unité chronoculturelle qui se dégageait de ce secteur oriental, qui est très très peu étudié. Excusez-moi, je n'arrive pas à éteindre le téléphone. Et du coup, on a ici un exemple, deuxième exemple, d'une occupation préalable à l'époque romaine. Et ça, c'est intéressant, parce que jusqu'à présent, on nous présente toujours les sites d'occupation romaine comme des sites de colonisation, la colonisation, création d'une colonie. En l'occurrence, les sites romains ne se sont pas installés sur n'importe quoi. Ils se sont déjà installés sur des sites où il y a déjà une emprise humaine, il y a déjà de la présence d'agriculteurs. Donc ces sites d'époque romaine ne sont pas du tout à voir comme une colonisation qui est faite par exemple aujourd'hui en Israël sur la Palestine. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce contexte. C'est-à-dire que les Romains sont certainement échangés avec ces peuples, notamment sur la côte orientale de l'île, et on a donc clairement ici la persistance d'échanges qui ont amené les Romains à s'installer. Alors, est-ce qu'ils se sont installés pacifiquement? Est-ce qu'ils se sont installés violemment? On n'en sait rien. On n'en sait rien pour l'instant. Et la vision classique du centurion romain qui vient détruire la petite ville corse, on n'a pas des preuves aujourd'hui archéologiques, il n'y a pas de site de destruction, il n'y a pas de destruction de site aussi. Donc on peut penser légitimement qu'il y a peut-être eu aussi un accueil favorable à ce que les Romains installent peut-être des comptoirs sur le long de l'île pour pouvoir faciliter le commerce, et notamment le commerce des échanges avec les biens agricoles que la Corse produisait. Voilà. Ça, c'est une vision qui doit être aussi importante à garder en tête. Il n'y a pas forcément une volonté de dominer par le bâton et par l'arme une population. En l'occurrence, ici, on voit bien que l'arrière-pays travaille. Donc l'arrière-pays est libre, il fait de l'agriculture, diversifiée en plus. Si on résume, j'adore ce delta, il est magnifique. Enfin, quand on est géographe, c'est la caractérisation même du delta, encore plus beau que le delta du Tavignan ou du delta du Gaule. On a vraiment cette notion de progradation, avec ici les héritages éhémiens. On voit ici les anciens niveaux de plage qui sortent un petit peu de la topographie du cours d'eau. D'ailleurs, le fleuve, en progradant, a créé des lagunes tout autour et a isolé ces zones de paléoplage éhémiennes. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas, on verra à la fin, pas de souci sur les termes. Et donc, c'est aussi un des seuls exemples de delta en Corse formé par deux branches actives. On a deux branches actives du fleuve qui viennent se jeter dans la Méditerranée. Avec donc, pour synthétiser, une présence continue de l'être humain, de Homo sapiens. Moi, j'appelle ça Homo sapiens, parce que plutôt que de dire des Corses, des Romains, des Néolithiques, des âges du bronze, on va dire des Homo sapiens, entre, grosso modo, moins 3000 et jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, avec
Une particularité, encore une fois, l'époque romaine, très bien représentée d'un point de vue agricole, probablement en lien avec le site Oporto, que je vous ai mentionné tout à l'heure, pour les échanges. Parce que là aussi, on va avoir une discussion, peut-être après. Qu'est-ce qu'un port à l'époque romaine? Où se localise-t-il? A-t-on un exemple dans la Méditerranée? A-t-on un exemple en Corse? C'est pas gagné. Et donc, on a donc, dans tout ce secteur, ici, là, du cône de déjection Pléistocène et Holocène, on a probablement la mise en terre donc, pour l'agriculture, pour le pastoralisme. Ce sont des terrains qui sont naturellement drainés. L'eau est à côté. Ce sont des terrains qui sont extrêmement favorables au développement de l'agriculture. Et donc, la grande information, c'est que finalement, 1000 ans d'agriculture à l'époque romaine, avec une interruption probablement au début de notre ère, ont été précédés par différentes phases de développement agricole, en particulier au 7e siècle avant notre ère. C'est le point commun avec Aléria, finalement. Ce sont des sites romains qui s'installent là où il y a déjà eu de l'agriculture 100, 150, 200 ans avant, de manière marquée, parce qu'elle a continué, bien évidemment, entre les deux phases, l'époque 8e siècle et l'époque romaine, mais beaucoup plus diffuse. Voyons le quatrième exemple. Quatrième exemple, on se trouve au cœur de la réserve de Scandola, donc à Girolate. Girolate, c'est aussi un delta, plaine deltaïque, plaine fluvio-deltaïque, qui s'est formée de manière beaucoup plus récente par contre. L'espace de plaine qui est ici, avec une petite lagune, et ici une ancienne zone de marais qui est asséchée. On voit d'ailleurs les canaux de drainage qui vont vers ce petit rue là, qui vient drainer les eaux. Une progradation deltaïque qui s'est faite assez récemment, il y a environ 3000 ans à l'âge du bronze, alors que tous les autres deltas, comme je vous l'ai dit, se sont formés il y a 6000 ans. On commence à se former il y a 6000 ans. Pourquoi? C'est aussi une autre réflexion, une autre étude qui doit être menée. Pourquoi est-ce qu'on a un polyphasage dans le temps des deltas et qu'il n'y a pas une uniformité comme par exemple sur la côte toscane où ils se sont tous formés il y a 2800 ans, l'Arno, le Tibre, la Magra. En Corse, on a une pluralité de la chronologie d'édification de ces deltas, notamment les grands deltas, le delta de l'Oise ou le delta du Tavignane ou le delta également du Gaule, sont tous formés il y a 4200 ans. Donc, alors que sur la côte occidentale, on a la formation des deltas beaucoup plus récemment, il y a 2800 ans, le Sagone, les cours d'eau à Girolate. Et donc là, c'était les travaux d'un doctorant, Jean-Baptiste Mar, avec qui donc, nous avons réalisé des opérations de carottage et des études également de palynologie. Et ces études de palynologie, là c'est synthétisé, parce que là c'était encore beaucoup plus précis. On a réalisé donc ces études de palynologie sur donc les 4000 dernières années, et on a une évidence en fait déjà de première agriculture vers moins 1500, c'est-à-dire à l'âge du bronze moyen. Où, en fait, dans le secteur, il y a un castéde, c'était à l'âge du bronze. Il y avait l'occupation de l'espace qui était liée au castédien. On en a beaucoup sur tout le sud de la Corse en particulier. Il y en a un ici à Girolate, de toute évidence, mais qui n'est pas connu d'un point de vue archéologique. Ce qui nous intéresse plus, nous, c'est la période romaine. Encore une fois, la période romaine est présente ici. Vous voyez, on commence la séquence vers moins 600. Là, c'est 2500, donc on retranche 2000 ans, comme d'habitude, pour avoir l'âge par rapport à avant, après notre ère. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a Coprophilus fungi. C'est les champignons coprophiles, les spores coprophiles qui témoignent d'un pastoralisme. On a la présence de rudérales, de céréales, ouverture du maquis, vous voyez, réduction du maquis, pas beaucoup d'oliviers, un tout petit peu, et puis surtout donc, développement, il devait y avoir beaucoup de forêts de pins la riche un peu partout dans la réserve de Scandola. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, on a ici une présence de populations agricoles qui pratiquent le pastoralisme, la céréaliculture, mais je ne l'ai pas marqué, il y a également la vigne, vitis, donc les trois, triptyques. Ça, c'est au cours de l'époque républicaine. L'époque républicaine, comme son nom l'indique, plutôt une république, on est plutôt libre de faire ce qu'on veut. Et en l'occurrence, là, on voit qu'au cours de l'agriculture d'époque républicaine, on a une liberté, on fait de la vigne, on fait du pastoralisme, on fait de la céréaliculture. Intervient, encore une fois, le changement d'air, on arrive vers zéro, on a une reconquête du maquis qui s'effectue, et puis, quasi-disparition de la céréaliculture, il n'y a plus de pastoralisme, et on fait de l'olivier, oléa, olivier. Donc on passe d'une pluriactivité au niveau agricole à une monoactivité, et c'est toujours cette question de la
spécification des provinces de Rome. Peut-être que là, en l'occurrence, dans le secteur de Girolate, on était comme à Macinage, sous l'influence directe de Rome, pour mettre directement de l'olivier, faire pousser de l'olivier. Ça, ce sont les informations qui sont intéressantes. Le dernier site, Saint-Florent, on voyage un petit peu sur tout le pourtour de l'île, et après on fera la synthèse, enfin je ferai la synthèse, à moins que vous vouliez la faire peut-être. Non, personne ne veut la faire, Jean, une synthèse? Non, ça va aller. Bon. Saint-Florent, carottage également qui a été réalisé dans la zone humide de la basse vallée de la Lise. Les résultats palynologiques aussi là sont très intéressants parce qu'ils nous indiquent la présence donc d'activités agricoles. Alors hop, tac et tac. Voilà. On a là 6500 ans d'histoire de la végétation dans le secteur de Saint-Florent. 6500 ans à partir de la palynologie. Vous avez ici la ripisylve, donc c'est la forêt qui pousse le long des cours d'eau. Vous avez la pinède, essentiellement en altitude, donc on a différents étages de végétation. Et puis on a les marqueurs, spores coprofils, qui sont liés au pastoralisme, et les céréales. Je vais juste me focaliser là-dessus, même si vous pouvez regarder le reste, vous avez le droit, le maquis, l'olivier, le châtaignier, pour ceux qui auront après des questions, où on voit que finalement le châtaignier n'est pas d'introduction ni pisane ni génoise, mais qu'il était déjà présent un petit peu avant, sous forme de peut-être une forme naturelle, et que sa domestication, sa mise en verger, puisque le châtaignier est un verger, est un arbre de verger, intervient vers la fin de l'époque romaine, dans une époque plutôt sombre. C'est celle des invasions barbaresques, toujours les pauvres barbares qui étaient accusés de beaucoup de maux. Visiblement, en tout cas, à cette époque-là, on a la domestication du châtaignier qui se fait. S'il y a domestication du châtaignier, ça veut dire qu'il y a quand même eu un processus depuis le littoral vers la montagne. Et si ça avait été des populations hostiles, à mon avis, ils n'auraient pas pu remonter jusque dans l'intérieur de l'île pour développer la châtaigneraie. Et on voit d'ailleurs un pic de la châtaigneraie au cours de l'époque génoise, plus particulièrement. De même que d'ailleurs le pastoralisme. Alors, ce qui est intéressant de voir dans cette séquence, c'est que, période préhistorique, je ne reviendrai pas, c'est le néolithique, pendant près de 1500 ans quasi en continu, on a l'agriculture qui se développe proche du littoral de Saint-Florent, pendant 1500 ans, du pastoralisme, de la céréaliculture. Ensuite, on retrouve à l'époque romaine un petit peu d'agriculture, donc le site de Saint-Florent, malgré le fait que les sites touristiques disent que c'est une ville romaine, il n'y a pas forcément encore d'un point de vue paléo-environnemental beaucoup d'évidences d'occupation romaine. Il y en a, en tout cas du développement agricole, à savoir si c'était les Romains ou localement, ça c'est une autre question. Et puis, on a surtout une reprise du maquis qui est spectaculaire au cours des dernières années. Donc le maquis n'a jamais été aussi fort, aussi présent qu'au cours du dernier siècle, bizarrement, malgré les incendies. Alors imaginez dans les autres précédentes périodes. Maintenant, je vais vous présenter une synthèse de ces 5 sites en termes d'évolution de l'agriculture. Il y a des phases majeures de développement agricole et des phases de presque abandon. Les phases majeures agricoles, je crois que je les ai martelées, c'est les transitions entre le néolithique final et le bronze ancien, où on retrouve donc ici plusieurs sites, à Saint-Cyprien, à Macinage et à Saint-Florent, côté est de l'île principalement. J'aurais pu mettre les 20 sites, mais c'était trop lourd. Il vaut mieux essayer d'être plus rationnel et déjà de faire passer certains messages. Deuxième période, c'est le bronze moyen. Bronze moyen, entre 1800 et 1500. Et là, on retrouve Girolate, Saint-Cyprien et Saint-Florent. Girolate, Saint-Florent et Saint-Cyprien. C'est un phénomène lié finalement à la présence de ces châteaux et castelli. C'est la construction de ces grands amas qu'on retrouve dans le sud de l'île surtout, qui probablement devaient aussi avoir un terroir qui allait jusqu'à la mer. C'est-à-dire que les châteaux, les castelli de l'âge du bronze moyen ne sont pas repliés sur eux-mêmes comme on peut le penser, mais ils interagissent sur leur terroir tout autour. Il y a la culture qui se développe. Ensuite, il y a une phase qui se situe vers moins 700, moins 600, qui va jusqu'à moins 400, qui correspond à un premier développement agricole, ici, sur les sites de Pâle, d'Aléria et de Saint-Cyprien.
et 3. Donc on a un développement précoce de l'agriculture qui se fait sur ces 3 sites. Et ça tombe mal, parce que c'est les 3 sites qui sont le moins bien documentés. D'une manière générale, la côte orientale dans ce secteur-là, d'un point de vue archéologique, elle est très mal documentée. On n'a quasiment aucune information sur toutes les périodes. Peut-être autour d'Alir, avec les sites néolithiques qui ont été mis un peu au jour, mais sinon ce sont les données qui datent quasiment de l'époque Géas. Donc on n'a pas eu de nouvelles informations, un peu dans les temps de Pâle, sur les temps de Pâle, puisque l'INRAP a fait une fouille préventive, où ils ont trouvé un établissement du IIIe siècle après notre ère. Mais d'une manière générale, donc, on a ces 3 sites qui se démarquent nettement par rapport aux autres, finalement, d'un développement précoce de l'agriculture, antérieurement ou pas à l'époque étrusque. Est-ce que c'est pendant, après? Ça, c'est malheureusement, c'est l'erreur aussi du carbone 14. Ensuite, l'époque romaine, vous voyez, c'est l'époque la plus représentée. Quasiment tous les sites l'enregistrent, sauf Del Sal. Ça peut paraître bizarre, sauf Del Sal. Pourquoi? C'était une bonne question. Pourquoi? On a fait plusieurs carottages avec plusieurs études de pollen pour reconstituer la végétation. Et dans tous les cas de figure, on n'a pas beaucoup d'agriculture qui se développe autour du site. C'est peut-être un lieu de pouvoir plus qu'un lieu de développement agricole. C'est une question qui est aussi aujourd'hui posée. Est-ce que finalement on n'a pas... Jean-Baptiste, voilà, on était en train de parler de toi juste avant. Jean-Baptiste Marie, qui a été doctorant et qui est maintenant docteur dans l'Université de Lyon et qui a travaillé sur le secteur de Girolata. Donc à l'époque romaine, avec dans tous les sites le même point commun, la dichotomie entre époque républicaine et époque romaine, avec autour du début de notre ère une phase de reconquête majeure du maquis, phase d'abandon. Et il faut savoir qu'à l'échelle de la Méditerranée, les séquences obtenues sur la Corse sont les seules à mettre ces changements politiques à Rome en résonance avec l'utilisation du territoire et du terroir des provinces romaines. C'est la première fois. Donc on a un très bon exemple sur la Corse de que finalement, comme aujourd'hui, la politique influe directement et le contexte géopolitique influe directement sur finalement les échanges. Il y a déjà sans doute quelque part du capitalisme en route à l'époque romaine. Les périodes de moindre activité agricole, alors elles sont très bien marquées en Corse. C'est entre la fin du bronze moyen et le bronze final, c'est-à-dire entre grosso modo 1500 avant et 800 avant notre ère. C'est calme plat. Il ne se passe rien. On ne voit aucune activité agricole sur aucun des sites. Où sont les populations? Que font-elles? Sont-elles dans la montagne? On ne sait pas. Là, c'est une grande question. Même d'un point de vue archéologique, des collègues spécialistes de la proto-histoire, Kevin Pech ou même Jean-Baptiste qui est ici, notent un redéploiement des sites. Les sites vont vers l'intérieur. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a des événements climatiques majeurs dans cette période-là qui viennent bouleverser la modification et la configuration des paysages littoraux. On a des fortes phases d'alluvionnement, des fortes précipitations qui viennent colmater complètement les marais littoraux. On a probablement donc une altération des conditions environnementales qui pousse les populations à quitter le littoral et à se réfugier dans d'autres zones. Encore une inconnue. Une autre période qui est quand même mal documentée, c'est l'entre-deux, entre époque romaine et époque pisane, grosso modo le début du deuxième millénaire, ce qu'on appelle l'ère paléochrétienne, l'Antiquité tardive. À un détail près, c'est qu'en Corse, cette période correspond au développement de l'arboriculture et du châtaignier en particulier. C'est-à-dire qu'à partir de cette date-là, vers le 6e, 7e siècle, on a un développement de la châtaigneraie à l'intérieur de l'île qui trouvera son sommet et son maximum de développement au cours de l'époque pisane et surtout génoise. Je vais passer un petit peu pour faire une synthèse globale sur beaucoup de sites de la Balagne, du Nez. À partir de quand en Corse la forêt est-elle impactée par les activités humaines? À partir de quand? Toute la préhistoire, le néolithique, il y a des phases d'ouverture, mais la forêt et les paysages en général végétaux restent peu perturbés. Il faut attendre réellement l'époque romaine, le début de l'époque romaine, pour avoir finalement une ouverture sensible de la forêt. Ces petites courbes ici représentent le pourcentage
de pollen arboréen retrouvés dans les séquences sédimentaires en fonction de l'âge. Donc là, on est à moins 1000, moins 500, 0, plus 500, 1000, 1500 et aujourd'hui. Et vous voyez qu'il y a une baisse généralisée à partir du 2e, 3e siècle avant notre ère. Et dans l'article qu'on a réalisé avec Jean-Baptiste, qui est archéologue de formation, j'allais dire de profession aussi, il y a plusieurs phases en fait, dans les sources anciennes qui montrent que la forêt dans le secteur de Girolate a été vouée à être exploitée, notamment pour l'utilisation des pins lariches, pour les mâts, pour l'exportation donc, vers d'autres secteurs. Et donc Girolate et donc les autres secteurs, ici en l'occurrence dans le Fang, l'étang de Crove, Agny-Saint-Florent et Sagone, montrent tous la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une baisse assez importante dès l'époque romaine du couvert végétal forestier sur l'île. C'est-à-dire qu'il y a une exploitation des forêts qui commence de manière attestée à cette époque-là. Avec d'ailleurs un petit avantage pour le secteur de Girolate qui commence un petit peu avant les autres. Ensuite, la baisse la plus importante, la forêt corse a été la plus petite à l'époque médiévale, entre le XIe siècle et l'époque génoise, grosso modo. Là, on a une réduction. C'est normal, puisque d'un autre côté, on a le développement de la châtaigneraie. Donc le développement de la châtaigneraie s'est fait au détriment des espèces, notamment le pin lariche en particulier. Petite synthèse ici, avec donc le châtaignier en l'occurrence. Quand j'ai fait cette synthèse sur toute l'île, je me suis dit, bon, on va essayer de partir d'un postulat que le châtaignier est cultivé partout en Corse. Non, c'est faux. Il n'y a pas le développement de la châtaigneraie partout en Corse de manière uniforme. Si on regarde les données, déjà d'un point de vue chronologique, à Piantaré, là, on trouve du châtaignier. À Caval, on trouve du châtaignier, donc à des périodes très anciennes, à jus bronzéolithique. Alors, c'est peut-être pas parce que c'est produit naturellement. N'oubliez pas qu'une chose, le pollen, ça vole. Les pollens de pin font jusqu'à 12 000 km. Donc, probablement que les pollens de châtaignier qu'on trouve à Caval ne viennent pas de la Corse, ou peut-être pas, peut-être qu'ils viennent de la Corse, mais peut-être ils viennent d'ailleurs, de Sardaigne, ou de ce qui est aujourd'hui la Toscane. Ça, on ne peut pas encore tracer avec l'ADN des pollens. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que la présence continue du pollen de châtaignier dans les séquences, à Saint-Florent, Crove, Agny, Macinage, Biguglia, Del Sal, Palo, Caval, c'est parce qu'il y a la Sardaigne à côté, probablement, fait penser que dans l'extrême sud, Pianote, Olly Saint-Cyprien, il n'y a rien. Girolate et Fang, très très peu. On a donc ici la preuve que finalement la châtaigneraie se développe sur la Castaniche principalement, sur grosso modo la Haute-Corse. On a, à l'exception, on va dire que la Haute-Corse s'arrêterait à Crove, grosso modo. Et donc tout ce secteur-là, qui partait du Cap Corse, qui est allé par la Castaniche, le centre Corse, la côte orientale, tout ce secteur-là est le foyer le plus important de développement de la châtaigneraie sur la Corse, à partir donc du 5e siècle, 6e siècle après Jésus-Christ. Ça, c'est une information capitale quand même, où on pense toujours que le châtaignier a été introduit par les Pisans, par les Génois, par les Romains. 5e, 6e, 7e siècle, d'un point de vue archéologique, il n'y a pas grand-chose. C'est du paléochrétien, l'Antiquité tardive, mais bon, ça reste vague. Qui est venu, ou comment les processus de domestication, de greffe du châtaignier s'est-il développé sur l'île de manière synchrone sur tous les secteurs sur la Corse? Ça reste encore des mystères à élucider. Donc vous l'aurez compris, ces zones humides littorales, elles présentent un grand avantage. Elles sont le lieu de développement agricole important sur toutes les périodes archéologiques. Là, vous avez l'étang de Gradougi, qui est non loin de chez moi, donc entre la Batesco et le Fiumourbe. Le Fiumourbe est ici, la Batesco. Ce sont donc des zones qui sont stratégiques, les zones humides littorales pour l'agriculture. Mais elles sont probablement également stratégiques parce qu'elles se situent sur une interface mobile qui s'appelle le trait de côte, le littoral. Et l'une des grandes questions, c'est tous ces biens agricoles qui sont produits en Corse, donc, que je vous ai montré, les céréales, la vigne, la châtaigne, doivent être exportés à un moment donné. Ils se situent au cœur d'échanges commerciaux, d'échanges entre différents secteurs méditerranéens. Et comment se font ces échanges? À partir de quel lieu? Est-ce qu'il y a des ports? Est-ce qu'il y a des ports qui sont là, qui accueillent, qui transfèrent les marchandises?
Ou est-ce que ce sont plutôt des zones d'atterrage, c'est-à-dire que les bateaux se posent et on échange directement avec les populations? Ce sont encore des questions qui restent ouvertes, puisqu'il y a toute une question sur la navigation antique qui se pose. Jean-Baptiste est spécialiste, Jean est également fin connaisseur, et puis on a Pierre Hubert aussi qui est ici. Père Nietzsche. Et la grande question est de savoir, c'est dans quelle configuration environnementale, paléo-environnementale, ces échanges sont-ils faits? Est-ce qu'à Lér, on a un port qui est présent, qui permet quelque part de faire accueillir les populations, les biens? Parce qu'on parle souvent des échanges de biens, mais il y a aussi des échanges de populations. Aujourd'hui, on échange des populations, les gens se déplacent. Même chose donc, ici dans l'embouchure du Tasignan, se pose la question de est-ce que les embouchures sont navigables? Vous voyez, dans toutes les embouchures sur la Corse, il y a ici des hauts fonds. Est-ce que les bateaux peuvent passer ces hauts fonds à certaines périodes? Est-ce que ça implique d'avoir une certaine architecture navale? Est-ce que les bateaux doivent avoir un tirant d'eau maximum? Est-ce que ce tirant d'eau maximum est compatible avec une traversée sur la mer depuis peut-être ce qui est aujourd'hui la Toscane? Donc les interprétations paléo-environnementales ont une influence directe sur la réflexion archéologique, puisque les épaves connues sont très peu nombreuses. En Corse, on en connaît une en milieu continental, plusieurs submergées, donc dans les fonds. Et dans les secteurs stratégiques, Sagone, dont on sait qu'il y a un établissement d'époque romaine, est-ce que le fleuve était utilisé pour remonter jusqu'à une zone beaucoup plus calme lagunaire? Est-ce que dans l'embouchure du Tarbes, c'est la même chose? Ou alors l'étang de Tanguy a servi de zone de mouillage naturel? Cala Francese, Montebouge, avec la Cala Genovese, est-ce que ce sont aussi des lagunes, des zones marécageuses qui servaient de zones finalement d'atterrement des bateaux? Ce sont des questions qui restent en suspens, mais que finalement les paléo-environnements mettent en évidence. Clairement, tous les sites de carottage qui sont tout autour et que j'ai réalisés mettent en évidence de l'agriculture. L'agriculture, il y a l'agriculture vivrière, mais lorsqu'on a une pluriactivité agricole avec de la vigne, des céréales, du pastoralisme, clairement, il y a des échanges, on transfère ces marchandises vers l'extérieur. Et où, matériellement, on les entrepose pour pouvoir les exporter. Ce sont des questions qui restent complètement en suspens du côté de l'archéologie et qui sont ouvertes à discussion aujourd'hui, de la part à la fois des archéologues, qui ne trouvent pas encore de structure. Il n'existe pas à ce jour de structure archéologique portuaire telle qu'on l'entend aujourd'hui en Corse. Et dans le bassin méditerranéen, à part le bassin de Trajan, à Rome, ou les infrastructures à Chypre, Kition en l'occurrence, on n'a pas d'exemple similaire en Corse. On n'a pas de grandes jetées, on n'a pas de grandes rampes de lancement pour les bateaux, comme on trouve à Kition à Chypre. Alors, avoir une cité romaine, Marianne, ou une autre comme Aléria, magnifique, mais qui n'a pas de port, qui ne fait pas d'échange, ça pose quand même question. Il faut donc aller plus loin dans la réflexion sur ce qu'est réellement un échange, ce qu'est réellement un site à rayonnement important, et ce qui est également un port, ce qui est une zone de contact finalement entre l'ailleurs et l'interland de la Corse. A ringraziarvi. Erami giovanotti in cerca di scambiare, a volte patrioti vanno via cristallo, un sogno cittadella, un bulia stanciare, un'idea zidella.